Parfait Onanga Nyanga, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la RCA, bonjour. Bonjour. Vous êtes, pour nos auditeurs, je le rappelle, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la RCA et chef de la MINUSCA, la mission des Nations Unies dans ce pays. C'est un plaisir de vous avoir dans nos studios. Il est partagé. Ouais. Alors au micro, je suis Boris Ngwagouni, je suis avec ma collègue Gladys Guimaré. Première question, monsieur le représentant spécial. La situation sécuritaire en RCA est délétère. Et il ne se passe pas un jour sans qu'on apprenne que des gens soient tués par des hommes armés. Et pourtant, la MINUSCA, avec ses milliers de casques bleus, est depuis 4 ans dans ce pays pour principalement protéger la population civile. Devant ce constat, quelles sont vos priorités actuelles pour mieux protéger la population centrafricaine? Écoutez, d'abord une première chose, c'est d'exprimer ma profonde solidarité, ma compassion pour toutes ces personnes qui souffrent encore. Il n'est en effet pas tolérable que depuis que cette crise a frappé ce pays, on assiste encore aujourd'hui à un nombre intolérable de personnes qui sont dans la détresse. Cela est inacceptable, il faut continuellement le dire. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est de rappeler simplement à la communauté nationale que la paix est d'abord un projet, c'est une volonté de vivre ensemble. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour qu'on puisse, par les apports multiples, qui ne sont pas seulement le fait de l'utilisation de la force, mais aussi tous les efforts de facilitation. Vous êtes certainement au courant des efforts que nous menons sur le terrain avec les communautés pour promouvoir justement la mise en place de ces comités de paix. Nous sommes également des partenaires de premier plan de l'initiative africaine qui vise également à favoriser le retour à la paix par le dialogue. Nous sommes des partenaires clés du chef de l'État et du gouvernement dans ce projet de mise en œuvre du programme national pour le DDR, donc le désarmement, la démobilisation et la réintégration et le rapatriement. Donc nous sommes dans ce programme. Nous sommes également des partenaires clés du gouvernement et de la société centrafricaine pour tout ce qui concerne tous ces programmes de réduction de la violence communautaire. Et nous le faisons parce que nous avons comme objectif majeur, évidemment, de tout faire pour que nous puissions contenir cette violence et surtout cette criminalité. Quand vous voyez les statistiques, elles sont claires sur les immenses souffrances qui sont encore infligées aux populations centrafricaines. 94% des statistiques démontrent qu'il s'agit de crimes. Il ne s'agit pas de conflits ouverts ni entre groupes armés contre le gouvernement, ni entre groupes armés entre eux. Il s'agit essentiellement d'horreurs qui sont infligées aux populations civiles par les hommes en armes. Et donc, cela évidemment est le reflet d'une autre chose, qui est que toutes les fois que l'État a reculé ou que l'État n'est pas présent, les hommes en armes ont occupé le terrain et ont imposé, je dirais, leur dictat et l'arbitraire sur les populations civiles. Et nous sommes donc dans cet effort, évidemment, par le déploiement de nos troupes, et ce qu'il faut dire, je crois qu'on ne dit jamais assez. Nous sommes 4 ans bientôt dans cet engagement de l'ONU. Ceux qui ont été ici en 2014 vous diront que le pays change. Et je crois que cela, on ne le dit jamais assez. Nous déplorons évidemment le nombre de personnes qui sont encore affectées. Toute personne affectée est un drame, et je crois qu'il nous faut absolument le dire et le redire. Et voilà pourquoi nous allons continuer à mener tous nos efforts, y compris lorsque cela, évidemment, s'avère opportun. Travaillons la main dans la main avec les forces de sécurité et de défense nationale centrafricaine qui sont aujourd'hui en train de monter en puissance et nous nous en félicitons. Donc nous sommes dans cet effort, mais ce qu'il faut dire et qu'il faut reconnaître, c'est que le pays, malgré les soubresauts que nous connaissons, y compris ceux qui nous ont encore endeuillés au mois d'avril et au mois de mai, malgré ces soubresauts, le pays est en train d'aller mieux. Et ça, il faut le dire, et je crois qu'il faut regarder les choses de façon positive, sans évidemment nier le fait que nous avons encore d'énormes défis. Malgré ces avancées, que répondez-vous aux humanitaires qui, dans un communiqué de presse récent,
ont révélé que des incidents affectant les civils et les humanitaires sont en hausse en RCA. Le communiqué de presse précise qu'au cours du premier semestre 2018, OCHA a recensé 6629 incidents de protection. Bah oui, écoutez, d'abord une expression de frustration immense. Hein. Il faut condamner ces actes. Ils sont commis par des individus, hein, comme je le disais, par des hommes en armes. Cela n'est pas acceptable. Nous sommes au quotidien engagés dans l'effort pour venir à bout de ces violences. Comme vous le savez, nous perdons des hommes, nous sommes donc au combat parfois lorsque cela nous est imposé, alors que notre mission de maintien de la paix n'a pas pour vocation d'être engagée dans des combats ouverts, mais nous le faisons devant la nécessité de protéger les populations civiles. Et donc, nous déplorons cela, et comme je le disais tantôt, cela n'est pas acceptable, et nous allons tout faire pour précisément y mettre fin. Nous sommes, comme vous le savez, nous travaillons dans un contexte qui est particulier. Il y a un ordre de grandeur que je veux donner, et j'en ai parlé avec les collègues humanitaires d'ailleurs. Hein. La Centrafrique, et ça je veux vraiment que les populations le retiennent. Hein. La Centrafrique, comparaison n'est pas raison, hein, je le précise, mais la Centrafrique c'est 57 fois plus grand que le Kosovo. 57 fois. Au moment de la crise au Kosovo, lorsqu'elle a vraiment atteigné son summum, la communauté internationale, notamment l'OTAN, hein, dans le cas précis de l'OTAN, avait déployé au Kosovo, tenez-vous bien, 42 000 troupes. 42 000 troupes. 5 000 policiers. Nous sommes dans un pays qui est au cœur de l'Europe, avec des routes, avec des moyens de communication, avec une électrification de bonne qualité. Autrement dit, dans un contexte où la mobilité et l'accès dans les zones où les populations étaient en danger ne posaient pas problème, eh ben, nous sommes dans une configuration totalement différente, un pays immense, pas de route. Pendant 6 mois dans l'année, la communication d'un point à l'autre du pays, la circulation d'un point à l'autre du pays est quasiment impossible. Hein. Nous sommes donc dans une situation où nous avons bientôt, et ce n'est pas encore le cas, 12 000 plus troupes. Quand on pense qu'on a beaucoup de troupes en Centrafrique, comparez les chiffres et vous verrez que nous sommes absolument à flux tendu. Nous travaillons avec ce que nous avons dans un contexte extrêmement difficile et cela mérite d'être souligné. Nous ne le disons pas pour une excuse, mais simplement pour comprendre que dans le maintien de la paix, où on ne fait pas la guerre, on n'a pas un ennemi désigné qu'on va abattre, il faut être partout présent dans un pays immense comme la Centrafrique. Et donc, ça vous donne une idée. Évidemment, malgré tout cela, nous n'avons jamais rechigné à la tâche. Toutes les fois qu'il a fallu déployer des troupes, y compris dans des endroits où on a dû les parachuter, nous l'avons fait. Et nous continuons ce travail avec abnégation et courage. Et moi, je veux ici saluer évidemment nos soldats de la paix. Beaucoup d'entre eux, malheureusement, ont perdu la vie. Mais c'est le travail pour lequel nous sommes en Centrafrique. Et c'est le travail que nous continuerons à faire avec passion et avec détermination. Et que nous ferons de mieux en mieux, je n'ai aucun doute, avec la contribution des capacités sécuritaires centrafricaines elles-mêmes, et je me réjouis qu'elles soient en train de mise en exergue, avec évidemment les appuis de partenaires multiples. Il faut s'en féliciter. Hier encore, on assistait à cette remise de dons de véhicules par les États-Unis d'Amérique. Demain, je crois comprendre qu'il y a une cérémonie qui est organisée par la Chine. Avant, c'était la France qui avait mis à disposition des moyens. Les partenaires russes entraînent des soldats sur la base sur les armes qu'ils ont offertes à la Centrafrique. Donc, je crois qu'il y a une volonté des partenaires de venir en appui aux efforts de la communauté internationale. Le 9, je crois, il va y avoir cette cérémonie avec l'IUTM, hein, qui est donc la mission de l'Union européenne qui est chargée de former les forces de défense nationales, les FACA, et puis bientôt vont peut-être offrir du conseil pour ce qui concerne les policiers et les gendarmes. Nous allons nous-mêmes bientôt être associés à l'effort voulu par le chef de l'État de recruter
1023 FACA. Voilà, il y a là une volonté de réorganiser les forces de défense et de sécurité nationale. Et puis évidemment, ça n'est pas que ça. Il y a aussi tout le travail qui est en train d'être fait pour la restauration de l'autorité de l'État à travers la présence des autorités nationales sur le terrain, les préfets, les sous-préfets. Cette présence, elle est extrêmement importante pour marquer le terrain et exprimer justement la légitimité et l'autorité régalienne de l'État. Donc nous avons tout cet effort qui est en cours. Nous ne le faisons pas seuls. Hein, je le dis, nous ne le faisons pas seuls, mais nous le ferons encore mieux lorsque ceux qui ont encore des armes aujourd'hui et qui les utilisent pour vraiment des sombres besognes auront compris qu'il est dans l'intérêt du pays de marcher comme un seul homme vers la paix et de prendre justement la perche tendue par les autorités nationales et par l'Union africaine pour qu'on se retrouve autour d'une table et pour comprendre voilà, ce qui peut blesser les uns les autres et pour que le pays marque définitivement une rupture avec ce cycle infernal de la violence qui n'a que trop duré. Alors parlons de ceux qui ont encore des armes. À Bangui, il y a le quartier PK5, le kilomètre 5, qui ressemble à une épine dans les chines de la MINUSCA. Doit-on penser à une forteresse imprégnable pour les casques bleus et les FACA confondus? Non, d'abord je crois que deux choses. Les casques bleus et les forces de sécurité nationales ne sont pas en guerre contre contre un quartier ou contre une communauté nationale. Hein. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, malheureusement, il y a des armes partout dans le pays, hein, y compris dans Bangui. Hein. Maintenant, ce qui est inacceptable, et ça je suis absolument d'accord avec vous, c'est le sens de l'action que le gouvernement appuyé par la MINUSCA avait engagé le 8 avril dernier. Ce qui est inacceptable, et c'est aussi l'expression des populations prise en otage du kilomètre 5 elle-même, c'est le fait qu'il y ait des gangs armés, des bandes armées, lourdement armées, qui est pris en otage des populations, qui procèdent aux rackets de ces populations et de ces commerçants qui sont en train de tuer et d'asphyxier complètement le commerce dans cette partie, dans ce poumon de la ville de Bangui. C'est aussi les crimes quotidiens commis par ces groupes armés sur de paisibles populations civiles. Je vous passe les détails, mais c'est tout cela qui est simplement inacceptable et que nous avons entrepris d'interrompre. Maintenant, l'opération qui avait été menée a eu a connu des suites qui n'étaient pas nécessairement celles que nous aurions souhaitées. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que les lignes ont bougé au kilomètre 5. Je peux vous assurer, demandez aux populations du kilomètre 5. Les groupes armés rasent les murs. La peur a changé de camp. Et ils savent une chose. Le temps de la justice est souvent lent. Mais la justice se fera sur eux également. Leurs crimes ne resteront pas impunis. Et je suis absolument convaincu que nos efforts aboutiront à mettre la main sur ces éléments extrêmement dangereux du kilomètre 5 et nous y attelons et j'ai bon espoir que cela sera fait. Autrement dit, il n'y a pas de citadelle imprenable. D'ailleurs, pour l'information du public, vous savez très bien que le 8 au matin, ces chefs de guerre de notoriété, de triste notoriété, avaient pris la tour d'Escampette. Nous avions saisi leur base, nous avions récupéré les armes et malheureusement tous les outils de la mort qu'ils avaient dans leur base. Ils ont fui, ils ne savaient plus où aller et nous avons donc autrement dit notre mission, si on parle de mission réussie, elle était réussie en ce sens que nous avions réussi à les déstabiliser et ils ont fui de leur base. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas pensé qu'il était bon de rester le matin du 8 au kilomètre 5 lorsque nous nous sommes fait malheureusement agresser et attaquer par des populations civiles derrière lesquelles se cachaient des hommes en armes. Hein. Et nous ne tirons pas sur les populations civiles. Nous ne tirons pas, nous n'utilisons pas des femmes et des enfants comme de la chair à canon. Ces groupes armés sont sans vergogne. Eux peuvent se le permettre.
nous ne le faisons pas. Donc nous avons pris la décision, qui était une décision grave, de nous retirer du kilomètre 5 parce que nous ne serions pas restés dans un environnement où nous aurons été peut-être, par légitime défense, obligés d'utiliser une force létale qui aurait malheureusement affecté les populations civiles. Ce n'était pas l'objectif de notre mission, donc nous nous sommes retirés. Cependant, notre stratégie reste la même, notre engagement reste entier et je suis absolument convaincu que la victoire sera du côté de la justice et de la légitimité, tôt ou tard. Je passe la parole à ma collègue Gladys Guimaraes. Oui, Boris, autre préoccupation, monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RCA. Les villes dans les provinces sont toujours sous le joug des groupes armés. Il y a eu récemment le conclave des chefs rebelles de la Séléka à Moyen-Sido, à la frontière du Tchad, avec une première rencontre à Kagabandoro. La population a peur. Que se passe-t-il et comment réagit la MINUSCA devant ce conclave? Mais nous sommes sur le terrain, nous partageons les peurs des populations et nous sommes à leur côté. Nous déplorons évidemment cette situation. Nous sommes dans un contexte, vous savez, de ni paix ni guerre. Hein? Ah, il n'y a pas de guerre ouverte dans quelques parties du pays. Nous ne sommes pas, nous, dans un conflit ouvert. Les forces nationales avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui à Bangassou, à Pawa, à Obo, nous ne sommes pas dans des tranchées contre des forces ennemies en face de nous. Nous sommes dans une situation où le pays est engagé, le gouvernement est engagé dans un processus de dialogue avec ces mêmes éléments armés qui circulent à travers le pays, y compris ceux que vous avez mentionnés qui sont à Sido. Donc il y a un effort qui est mené essentiellement par l'Union africaine, que nous soutenons, dans lequel le gouvernement est partie prenante. Donc ces groupes armés, pour l'instant, peut-on dire, ont le droit de circuler dans le pays, pourvu que dans leur déplacement, ils ne soient pas en train de commettre des actes qui mettraient en péril la vie des populations civiles. Donc, qu'ils se rencontrent à Sido, beaucoup d'entre eux, ben voilà, ils sont centrafricains, ils se rencontrent à Sido ou ailleurs. Nous constatons, nous surveillons, nous veillons et nous assurerons que ces déplacements n'entraînent pas des violences de masse qui affecteraient la vie des populations civiles. Et notre appel, évidemment, à ces éléments armés, c'est de leur dire, ils n'ont pas d'autre choix. Moi, au fond, il n'y a pas de mal qu'ils se concertent, mais qu'ils se concertent pour conclure qu'il n'y a pas d'autre choix que d'embrasser l'initiative africaine qui leur a été offerte, que de s'engager résolument dans le désarmement que le président leur a offert, et qu'il n'y a pas d'autre alternative que l'alternative de la légitimité constitutionnelle. Et donc, dans ce contexte-là, au fond, que ces groupes se concertent. Et nous verrons les résultats de cette concertation. Nous tirerons les conséquences. Entre-temps, nous sommes, voilà, qui veut la guerre prépare qui veut la paix prépare la guerre. Nous ne sommes pas en guerre, mais si on nous l'impose, nous serons prêts, comme nous l'avons fait au mois d'avril, pour faire obstacle à tous ceux qui avaient menacé de descendre sur Bangui. Nous serons à nouveau prêts à utiliser tous les moyens et surtout toute la légitimité que nous confère le Conseil de sécurité et le consentement du gouvernement centrafricain pour travailler la main dans la main avec toutes les personnes de bonne volonté pour que ce pays connaisse la paix et que ceux qui ont aujourd'hui pris sur eux de continuer à embraser le pays et l'engager dans un bras de fer aient simplement leur conscience avec eux et les conséquences. Évidemment que de tels actes que je qualifierais d'actes criminels impliqueront pour la nation et pour la communauté internationale. Les forces armées centrafricaines commencent à être déployées à l'intérieur du pays. Alors, quelle appréciation faites-vous du travail conjoint sur le terrain entre les casques bleus de la MINUSCA et ces soldats des forces armées centrafricaines FACA, notamment à Bangassou et à Pawa? Excellent, excellent travail. Nous l'avons vu à Pawa, hein, nous parlons de... Ce n'est pas nous qui le disons, les humanitaires étaient sur le terrain encore la semaine dernière. On parle de près de 90% des populations qui ont pu regagner leur localité. Cela est une indication claire que lorsque la légitimité s'installe,
et que les groupes armés sont mis en débandade, les populations civiles peuvent vivre paisiblement. Maintenant, vous avez mentionné Pawa, nous remarquons qu'il y a encore aujourd'hui malheureusement des exactions qui sont commises par ces mêmes éléments, y compris par certains éléments qui se permettent aujourd'hui de se réunir en conclave. Ça fait rigoler parce que malheureusement ça donne l'impression d'une association de criminels. Voilà, c'est ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. En tout cas, certains des éléments de ces groupes armés continuent d'infliger des souffrances aux populations du côté de Pawa. Nous y travaillons. Notre objectif évidemment serait assez rapidement de combattre ces quelques poches de résistance et ces éléments criminels qui continuent de créer la panique du côté de Pawa, et nous espérons que nous allons parvenir assez rapidement à contrôler la situation. Maintenant, nous sommes à Pawa, mais nous sommes également à Bangassou. Vous êtes certainement au courant là aussi des efforts qui sont en cours. Nous menons des patrouilles conjointes. Nous y étions la semaine dernière avec le préfet lui-même et le chef de bureau de la MINUSCA, le sous-préfet, à Pombolo, à Gambo, demain à Rafaï. Nous allons continuer justement ces patrouilles conjointes pour marquer la présence de l'État, d'un État qui est impartial, d'un État qui est là pour tous les Centrafricains, quelle que soit leur identité. Et j'en profite justement pour lancer un appel à ces communautés, par exemple, je crois anti-Balaka, qui nous posent les pires problèmes du côté de Pombolo, hein, et qui soumettent les forces onusiennes à des attaques constantes, pour leur dire que nous ne sommes pas leur ennemi. Nous sommes dans le pays simplement pour essayer de créer les conditions d'une vie paisible pour les populations civiles, et nous appelons toutes les communautés. Je lance également un appel à ces communautés, je crois, je ne veux pas ici parler d'identité en particulier, mais qui ont estimé que les attaques des anti-Balaka avaient été appuyées par des FACA. Encore une fois, je dis que cela est absolument archi-faux. Les FACA ne sont pas engagés dans une activité de combattre quelques groupes armés que ce soit. Leurs déplacements sont des déplacements conjoints avec la MINUSCA, et donc arrêtons justement cette espèce de manipulation qui tend à dénigrer l'effort qui est en train d'être fait par les autorités nationales. Ça va prendre du temps de parvenir à produire des forces de sécurité et de défense nationale qui soient impartiales et qui n'aient d'autre vocation que d'accomplir leur devoir républicain d'une manière qui soit impartiale. C'est un grand projet, cela prend du temps. Voilà pourquoi nous avons toutes ces formations précisément, parce que malheureusement ce travail n'a pas été pris en compte dans le passé d'une manière qui soit effective. Hein. Nous avions des hommes, nous avions certainement des troupes, nous avions peut-être des armes, mais nous n'avions pas ce corps qui forme une armée, qui soit une armée républicaine, respectueuse justement des différences et protectrice des populations civiles. C'est cela qui est en train d'être fait. Ça va être un travail colossal. Et moi, je veux louer ici l'engagement du chef de l'État, des autorités centrafricaines, de la ministre de la Défense, du ministre de l'Intérieur, qui font un travail qui est remarquable, et il faut pouvoir les accompagner. Les FACA comme la MINUSCA ne pourront pas réussir seuls. Nous ne pourrons faire ce travail que si les populations, toutes les populations, comprennent qu'il faut que dans un État, dans un espace où vivent des populations qui sont d'ethnies différentes, de religions certainement différentes, de provinces différentes, donc dans une société qui est la société des hommes et des femmes aujourd'hui, dans tout le monde. Nous vivons tous dans des sociétés multi-ethniques, multiculturelles, etc., mais dans des sociétés comme celle-ci, il faut qu'il y ait un État fort, il faut qu'il y ait un État juste, il faut qu'il y ait des forces de sécurité intérieure. Arrêtons de diaboliser les forces de sécurité. Il y a eu le passé, et un passé que nous déplorons tous, mais nous travaillons aujourd'hui pour que le futur soit meilleur. Donc voilà, la société doit être vigilante, et d'ailleurs c'est l'engagement qui a été pris dans la Constitution nationale centrafricaine, d'avoir des forces qui soient soumises au contrôle civil.
justement, hein, et cela, c'est ce qui est en train d'être fait. Ça va être pénible, ça coûte cher, voilà pourquoi vos partenaires sont à vos côtés. Il faut que les forces de sécurité intérieure et de défense soient elles-mêmes les premières respectueuses des droits de l'homme. Elles ne peuvent pas se permettre de commettre des actes répréhensibles contre la société. Elles n'auront pas l'appui de la société si elles se comportent de la sorte. Et donc c'est tout ce travail qui est en train d'être fait en termes de commandement, en termes de contrôle, pas seulement les équipements. Les équipements sont importants pour permettre à ces troupes d'exercer leurs fonctions. Mais avant tout, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit est en train d'être transformé. Il est en train, parce que le projet centrafricain est un projet démocratique et républicain, c'est vers cela qu'il faut tendre, et donc nous sommes, nous, heureux d'être engagés avec les autorités nationales dans ce partenariat que je suis absolument convaincu. Il prendra du temps, ce partenariat, parce que les choses difficiles ne se font pas facilement, parce que les gens veulent toujours des raccourcis, parce que chacun pense qu'il y a qu'à et demain tout reviendra en place. La vérité est différente. La vérité montre que les difficultés sont énormes et donc il faut les prendre, il faut prendre, comme on dit, le taureau par les cornes. Eh bien, c'est ce travail qui est en train d'être fait. Il faut que les populations, évidemment, soient patientes. Et malheureusement, dans ce contexte-là aussi, on va continuer à assister à des situations dans lesquelles des saboteurs voudront faire échec à ce projet. Mais nous leur dirons que nous allons leur barrer la voie. Nous ne le permettrons pas et nous le ferons évidemment dans le respect de la légitimité constitutionnelle, dans le respect des droits et des libertés des uns et des autres. Et je crois qu'il faut que les Centrafricains, tous les Centrafricains, prennent l'engagement de prendre cette voie raide. Parce que la voie vers le progrès n'est jamais facile. C'est une voie raide. Je le disais avant, il va falloir de la sueur, il va falloir des larmes pour arriver à cette situation, à cet idéal auquel nous rêvons tous. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est ce travail-là pour lequel nous sommes ici. Nous sommes engagés aux côtés du gouvernement et nous espérons que, ensemble, nous allons réussir ce pari. Mais nous ne le réussirons pas sans les Centrafricains, tous les Centrafricains de bonne volonté. Il faut arrêter de cultiver ces divisions qui n'en finissent pas, ces manipulations qui n'en finissent pas. Le Conseil de sécurité devient extrêmement vigilant. Je veux noter au passage l'excellent travail que fait la Haute Cour, la Haute Autorité de la Communication, le Haut Conseil de la Communication. Le Haut Conseil de la Communication, à travers ses mises en garde régulières contre les messages de haine et l'instigation à la violence, un plan national a été mis en place. C'est tout cela qui nous donne espoir et pour lesquels nous voulons travailler. Eh bien, nous voulons simplement engager tous et toutes à cet effort qui est un effort citoyen et patriotique. C'est cela le vrai patriotisme. Nous serons à leur côté pour que ensemble nous puissions gagner ce combat. En vous écoutant, hein, vous êtes satisfait de cette coopération-là. Alors pourquoi avoir attendu si longtemps? Mais nous n'avons pas attendu. C'est une coopération qu'il fallait préparer. Il n'était pas possible au moment où la force se déployait ici de nous engager dans cet effort. Vous vous rappellerez bien que le premier bataillon formé par l'ITM n'était prêt qu'en mars 2017. Donc c'était un travail nécessaire et indispensable. Aujourd'hui, le gouvernement est dans une meilleure disposition de déployer conjointement ces troupes. Les partenaires sont plus avenants parce qu'ils ont vu que ces progrès ont produit des résultats extrêmement probants et remarquables. Et donc, nous sommes dans cette voie. Il fallait le temps pour que cette coopération se fasse. Nous la voulons d'ailleurs beaucoup plus renforcée. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a écrit au Conseil de sécurité le 15 mai dernier pour solliciter du Conseil de sécurité des moyens supplémentaires qui pourraient être mis à disposition de la MINUSCA pour qu'elle puisse accompagner justement ce déploiement conjoint des FACA. Et l'autre chose également, c'est que le chef de l'État lui-même, se félicitant de cette initiative du secrétaire général, a écrit au secrétaire général pour lui demander de poursuivre ses efforts, son plaidoyer auprès du Conseil de sécurité, afin que ces moyens soient mis
à la disposition de la MINUSCA pour appuyer justement les efforts de déploiement conjoint des FACA. Et cela est important, ce que je disais avant, que les FACA comprennent qu'il y a l'enjeu qui est ici devant nous, c'est l'enjeu de la reconstruction de ce pays, de l'édification d'institutions fortes dans ce pays. Et cela, c'est une responsabilité historique. Moi, je dis que pour tous ceux qui participent à cet effort, il ne s'agit pas seulement d'avoir un job. Pour tous ceux qui veulent rentrer dans les FACA, c'est pas seulement avoir un job. C'est l'institution qui sera l'épine dorsale du pays. Et que ce soit les FACA ou les forces de sécurité intérieure, dans une nation, s'il n'y a pas la force légitime, eh ben c'est le chaos qui s'installe. Et c'est cela dont vous parliez, madame, lorsque vous évoquez la présence de ces groupes armés. Moi, je dis qu'ils sont présents et qui causent effectivement des tas de dégâts dans beaucoup de provinces, mais je me garderai de dire qu'ils contrôlent des provinces entières. Hein. Je me garderai de dire, nous savons où ils sont, nous ne sommes pas en guerre contre eux, mais le jour viendra où, une fois que le dialogue aura été épuisé, que des dispositions devraient être prises pour que chacun prenne ses responsabilités pour renforcer justement la légitimité nationale ou simplement faire face à leurs responsabilités pénales. Donc nous sommes dans cet effort et il faut se féliciter que aujourd'hui nous soyons en capacité de mieux travailler avec les FACA. Peut-être avant de finir, Boris, bientôt le lancement du grand DDRR. Quel sera le rôle de la MINUSCA dans ce vaste programme national de désarmement? Nous l'avons préparé. Nous l'avons préparé depuis plusieurs années déjà. Nous nous félicitons que, au fond, ces petits pas que nous avions effectués avant avec les autorités et aujourd'hui produit des résultats vraiment encourageants. Hein, vous vous rappelez encore du pré-DDR, hein, qui était à l'époque, quand on l'avait engagé, qu'il avait touché jusqu'à 7000 personnes, ben, on se demandait très bien où tout ceci nous emmènerait. Et à l'époque, nous l'avons fait pendant la transition, tant que nous n'avions pas un gouvernement légitime. Aujourd'hui, nous avons un programme national qui a été adopté, nous avons un pré-DDR, plutôt un projet pilote. Hein, le 30 mars dernier encore, nous avons vu, lorsque j'ai pas la date exacte, mais en tout cas le chef de l'État avait lancé justement ce projet pilote et nous avons vu les premiers recrues dans les forces de défense centrafricaines. On a désormais la possibilité de déployer ce grand projet national, ce grand programme national en grandeur nature. Et ben le colonel Sédesson et ses équipes sont à pied d'œuvre avec notre appui. Nous serons toujours aux côtés justement du gouvernement pour que ce projet soit mené à bien. Nous sommes aujourd'hui encouragés par un certain nombre d'ailleurs de groupes armés qui estiment qu'ils sont prêts. Certains d'entre eux sont prêts, veulent embrasser justement ce programme national de DDR et c'est la voie vers la pacification du pays. Tous ceux qui ont pris les armes n'ont pas vocation à rentrer dans l'effort de sécurité intérieure ou de défense. Il va y avoir des programmes de réintégration dans la vie socio-économique et donc c'est cela, à tous ses frères et à tous ses sœurs, c'est de leur dire le moment est venu de retrousser les manches pour qu'on puisse s'embarquer dans le projet absolument noble de rebâtir cette nation et nous serons aux côtés de ces citoyens, nous serons aux côtés du gouvernement pour que ce projet puisse réussir. Eh bien, merci, monsieur le représentant. Juste, nous sommes à la fin de cette interview, monsieur le représentant spécial. Quel est votre mot de la fin? Écoutez, mon mot de la fin, il n'y aura jamais de fin dans cette histoire. Hein. Il faut déjà dire qu'il n'y aura jamais de fin dans cette histoire. Parce que nous sommes dans un effort qui est un effort immense. Hein. Parce que nous sommes dans un effort dans lequel, en même temps qu'on avance, nous avons des forces qui veulent rétrogrades, qui veulent nous retenir ou nous distraire ou nous attirer vers l'arrière. Donc, il faut rester engagé, il faut rester déterminé, il faut rester confiant que rien ne viendra facilement. Et je veux en profiter vraiment pour d'abord dire une chose. Je parlais de détresse au début de mon propos, mais pour dire que
cette société a trop souffert. Et cette société, malheureusement, souffre encore. Et elle souffre en partie également parce que le traumatisme des violences qui lui ont été infligées, malheureusement, tout au long d'une longue histoire, avec un point culminant absolument désastreux de 2013, n'est pas une histoire dont on se défait facilement. Et donc, moi, le mot de l'histoire, au fond, c'est simplement le mot de la fin, c'est de se dire que nous regardons devant, et nous regardons devant nous avec confiance. Et nous savons que tout ce qui est en train d'être mis en place, pièce par pièce, morceau par morceau, va permettre justement le relèvement de la Centrafrique. Et moi, j'attends avec beaucoup d'espoir tout ce travail qui va être fait pour mettre en place la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Je crois que cette commission va être importante parce qu'elle va permettre aux Centrafricains de se retrouver et d'ouvrir leur cœur et de se dire tout le mal qu'ils se sont fait, mais aussi surtout de se promettre tout le bien qui fera de leur pays une grande nation et de se rendre compte qu'au fil du temps et au bout du compte, ce qui rassemble les Centrafricains est beaucoup plus fort que ce qui peut les diviser. Je suis absolument convaincu que les générations nouvelles sont habitées par ce désir d'une vie meilleure et d'une vie qui soit complètement débarrassée des oripeaux d'un passé qui a été absolument désastreux, et que donc, avec ces générations nouvelles, portées par leurs gouvernants, nous avons la promesse d'un pays qui peut véritablement devenir demain un exemple, comme ils nous l'ont montré d'ailleurs en 2016, avec cette élection exemplaire qui fait croire qu'au fond, tout n'est pas perdu. Parfait, Onanga Nyanga, chef de la MINUSCA, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie.